Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Redis. Donc Redis, c'est un outil qui va vous permettre de sauvegarder des informations sous forme de clés valeurs. Et les informations vont être stockées dans la mémoire, ce qui va permettre de sauvegarder des choses et de pouvoir les récupérer très rapidement, contrairement à des bases de données plus classiques qui sauvegardent les informations sur le disque dur. Donc ceci étant dit, malgré que les informations soient stockées en RAM, Redis, contrairement à d'autres outils tels que Memcache, est capable aussi de gérer une petite couche de persistance. Donc lorsque il y a beaucoup d'écriture ou à un intervalle de temps donné, Redis va sauvegarder les informations et les persister sur le disque. Comme ça, si votre ordinateur redémarre, les informations restent en mémoire. Donc c'est un outil qui permet de sauvegarder des informations un petit peu plus complexes que d'autres outils tels que Memcache. On peut sauvegarder des chaînes de caractères, des listes ordonnées, des sets, des hashes. On va aussi pouvoir avoir des informations concernant la géolocalisation et d'autres trucs. Donc c'est un outil qu'on peut se demander à quoi ça peut bien servir. Alors il est utilisé dans divers cas, mais les cas les plus classiques entre guillemets, ça va être par exemple pour gérer des sessions utilisateurs. Dans le cas d'une session, on va avoir une clé et ensuite une valeur contenant les informations de la session. On va aussi pouvoir utiliser Redis pour sauvegarder des informations concernant le cache. Automatiquement, on va mettre une clé qui correspondra à la clé de cache et en valeur le code HTML qui va être rendu. L'avantage, c'est que Redis a une logique interne qui est assez poussée, qui va permettre de sauvegarder et de connaître les clés qui sont le plus fréquemment utilisées. Et les clés qui ne sont pas fréquemment utilisées peuvent automatiquement être supprimées. Donc dans cette vidéo, on va se consacrer simplement à l'utilisation, voir un petit peu comment fonctionne Redis, comment manipuler les informations et comment bien lire aussi la documentation. Donc j'ai ici installé Redis. Je vous invite à regarder la formation consacrée au serveur pour l'installation sur un environnement Linux, si vous avez besoin de l'installer. Pour interagir avec Redis, on va utiliser l'invité de commande. Donc on fait redis-cli. Donc là, j'utilise directement mon terminal, mais si vous utilisez un langage de programmation, vous allez utiliser une librairie tiers et vous allez interagir avec Redis directement et les commandes aussi. Donc comme je vous le disais, par défaut, c'est un outil qui permet de sauvegarder et de récupérer des clés. Donc l'opération la plus simple que l'on peut faire, c'est définir une clé et lui attribuer une valeur. Donc par exemple, on peut faire set, on met le nom de notre clé et ensuite la valeur à lui assigner. Par exemple, salut. Automatiquement, cette clé est sauvegardée et on reçoit le message OK. Si on veut récupérer cette information, on peut faire un get et ensuite on met le nom de la clé et automatiquement ça nous redonne la valeur. Donc après, les clés peuvent être un peu plus complexes. Par exemple, si on veut sauvegarder l'utilisateur qui a l'ID 123, on peut choisir de mettre une clé qui aura ce format-là. Donc c'est juste un nom de clé. Et ensuite, mettre le nom d'utilisateur, par exemple GraphiCart. Si je souhaite récupérer la clé, je fais get user 123. Et ensuite, ça me donne l'information. Si je souhaite supprimer une clé, je mets del suivi du nom de ma clé. Et automatiquement, ça supprime cette clé en me renvoyant 1 pour me dire que l'opération a bien réussi. Si maintenant j'essaie de récupérer cette clé-là qui n'existe pas, dans ce cas-là, ça me renverra systématiquement nil. Donc après, on peut gérer des opérations un petit peu plus complexes sur les clés. Par exemple, si je veux créer un compteur qui permet de savoir le nombre d'utilisateurs qui s'est connecté au site à un jour donné, je peux faire set days et le nom du jour. Donc par exemple, on va mettre 123 encore une fois, et je mets 0. Lorsque je veux incrémenter la valeur, on pourrait être tenté de se dire, d'abord je récupère le jour, je récupère l'information, ensuite je l'augmente de 1, et ensuite je le re-sauvegarde. Le problème si on fait ça, c'est que si deux utilisateurs se connectent quasiment simultanément, on va avoir un problème. Donc heureusement, Redis nous permet de gérer ça, et on peut incrémenter une valeur en faisant incr, ensuite on met la clé, et automatiquement ça l'incrémentera, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça me retourne la valeur qui a été incrémentée. Si maintenant je lui demande de récupérer ça, automatiquement, ça va me donner 2. L'avantage de ce système, c'est que si jamais il y a beaucoup de concurrence, automatiquement Redis a un système en place qui va permettre de ne pas bloquer les choses et de gérer les incrémentations les unes après les autres. De la même manière, si on souhaite décrémenter une valeur, on fait decr et ensuite on décrémente. Alors de la même façon, si vous choisissez d'incrémenter quelque chose qui n'existe pas, par exemple, imaginons on passe au jour suivant et je veux l'incrémenter, automatiquement il va partir du principe que vous partez de la valeur 0 et automatiquement il mettra 1. Donc un avantage de Redis qui le rend très efficace pour la gestion du cache est sa capacité à gérer automatiquement l'expiration des informations. Imaginons vous avez envie de sauvegarder une information qui est par exemple une petite sidebar. Et cette sidebar, vous vous dites, c'est un truc que je vais mettre en cache et au bout de par exemple une journée, ça disparaît. Donc lorsque vous sauvegardez une information, si vous faites set et on va l'appeler sidebar et à l'intérieur ça sera salut. Lorsque vous faites ça, automatiquement cette donnée va être persistée et elle ne sera jamais supprimée sauf si jamais on atteint la limite de la RAM. Et dans ce cas-là, Redis peut choisir de supprimer des informations.
Si on veut vérifier le temps de vie d'une variable, il suffit de faire TTL suivi du nom de la clé. Donc si je fais TTL sidebar, on me donne -1. Ça veut dire que c'est une clé qui n'expire pas. Si on le souhaite, on peut choisir une expiration pour une clé. Par exemple, on peut mettre expire, le nom de notre clé, sidebar, et dire que ça va expirer au bout, par exemple, de 120 secondes. Et automatiquement, au bout de 2 minutes, ma clé va expirer. Si je regarde TTL de sidebar, je vois que le TTL est à 114 secondes et ça va continuer à diminuer. Alors volontairement, je vais mettre un expire un petit peu plus court et je vais dire que cette clé doit être sauvegardée que pendant 2 secondes. Si maintenant j'ai besoin de la récupérer, si je veux connaître la valeur de sidebar, je réobtiens nul. La clé a automatiquement été supprimée vu qu'au bout de 2 secondes, les informations ne sont plus conservées. Alors il faut faire attention, lorsque vous faites un set, même si quelque chose a une durée, automatiquement la durée est remise à -1. Si je fais un set sidebar, je remets mon salut. Je mets ensuite une date d'expiration, je fais un expire sidebar et on va l'expirer dans 120 secondes. Si je me dis, je regarde le temps de sidebar, si maintenant je me dis, tiens, je changerais bien la valeur de sidebar pour mettre démo par exemple, automatiquement le TTL a été reset. Automatiquement, le TTL de sidebar est repassé à -1. Donc à chaque fois que vous assignez une valeur, si vous voulez que cette valeur continue à expirer, il faudra penser à mettre un TTL particulier. Donc là, on a sauvegardé des informations simples, une chaîne de caractères et un entier. Mais il faut savoir que Redis a la possibilité de sauvegarder des choses un petit peu plus poussées. On peut notamment faire des listes. Donc pour créer une liste, il suffit d'utiliser les commandes rpush ou lpush. Donc lpush permet d'ajouter un élément à la liste en partant de la gauche, left, et rpush, right push, permet d'insérer quelque chose en partant de la droite. Donc par exemple, on imagine avoir une liste de tutoriels. Donc je fais rpush. Donc là, peu importe, vu que la clé n'existe pas pour le moment, tutoriel, et on va imaginer rajouter un tutoriel Ajax. Ensuite, si je veux rajouter un tutoriel avant, je fais lpush, tutoriel, et je rajoute un tutoriel sur le try-catch. Si maintenant j'essaie de récupérer ces informations, je peux être tenté de me faire un get et de récupérer tutoriel. Mais là, je vais obtenir une petite erreur. Lorsque l'on souhaite récupérer des informations qui sont dans une liste, on n'utilisera pas le get, mais plutôt la commande lrange, list range. Cette commande permet de récupérer toutes les informations et on peut lui préciser l'index de départ et l'index de fin. Donc si on veut toutes les informations, on fait 0 et -1 et ça nous donne la liste. Si je veux par exemple seulement le premier élément, je peux lui dire d'aller de l'élément 0 à l'élément 0 et automatiquement ça me donne que le premier élément et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on a aussi d'autres opérations permettant de manipuler les listes. On peut obtenir la taille d'une liste en faisant length. Alors hop, ici j'ai oublié la clé, donc ça ne va pas aller loin. Donc là ça me donne une taille de 2. Je peux choisir de retirer le premier élément ou le dernier élément en faisant lpop ou rightpop. Donc lpop ou rpop. Donc là on imagine on va enlever le premier élément, donc le try-catch. On fait lpop et on met tutoriel. Si ensuite je lui redemande le range, donc on va prendre tout le range, je vois qu'il ne reste qu'Ajax. Et de la même manière, je peux faire un rpop et supprimer le dernier élément. Et si maintenant je lui redemande la taille, ça va me donner une taille de 0. Donc les listes permettent de sauvegarder comme ça n'importe quel type d'information et on peut organiser les choses en mettant avec à gauche ou à droite. On a un autre type de liste qui sont les sets. Alors un set, c'est une liste qui est non ordonnée mais où chaque clé peut être unique. C'est-à-dire que dans une liste normale avec le L, on peut rajouter plusieurs fois le même élément. Si je fais un L push et que je rajoute dans les tutoriels le tutoriel Ajax, si je me dis je le refais encore et encore et encore, mais lorsque je fais un lrange, automatiquement il va me donner plein de fois Ajax. Et après je peux supprimer ou retirer en faisant lpop ou rpop. Donc les sets, eux, permettent simplement de sauvegarder des sortes de clés et ces clés ne peuvent pas être répétées. Donc pour créer un nouvel élément dans un set, on fait sadd. Et ensuite on met le nom de notre set, donc par exemple on l'appellerait users, et ensuite on met la valeur Marie. Ensuite, si je veux créer un nouvel utilisateur, je mets Marion. Si je me dis, tiens, je rajouterai un utilisateur Marie, là, il ne va pas l'ajouter parce qu'il va me dire, non, dans ce set-là, tu l'as déjà. Si en revanche, je veux supprimer un élément de ce set, là, je ne peux pas utiliser la même chose que tout à l'heure avec les drops, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ordre. Il faudra préciser manuellement l'élément que je veux supprimer. Alors, juste avant, si vous voulez voir la liste des éléments dans un set, vous faites set members et vous mettez la liste des utilisateurs. Et là, vous voyez que vous obtenez Marion et Marie. Si je veux supprimer Marie, il faudra que je fasse un srem et que je supprime dans utilisateur l'utilisateur qui a la clé Marie. Et automatiquement, maintenant, si je refais un smembers, je ne vais obtenir que Marion. Si je veux vérifier qu'un utilisateur est bien dans cette liste, je peux faire un sIsMember
et lui dire est-ce que dans la clé users j'ai mon utilisateur Marie, et là on me répond non. Est-ce que j'ai l'utilisateur Marion, et là on me répond oui. De la même façon, vous pouvez fusionner des listes ensemble. Imaginons je crée une seconde liste que je vais appeler users2. Et dans cette liste-là, je crée un Jean et je crée un Marc. Donc j'ai maintenant deux listes, users1 et users2. Si je veux les fusionner, je peux faire S-union. Et je peux lui demander de me fusionner les listes des utilisateurs normaux et des utilisateurs numéro 2. Et automatiquement, ça me donne une liste qui sera un agrégat de ces deux listes. Alors si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur les différentes commandes que je tape ici, je ne les sors pas de mon chapeau, vous avez une documentation qui est ultra bien faite dans la partie Commands. Donc dans la partie Commands, on vous montre en fait les différentes commandes qui sont disponibles. Elles sont organisées suivant ce que vous souhaitez faire. Donc par exemple ici, on parlait des sets. Vous allez dans Sets et vous allez avoir toutes les commandes qui concernent les sets. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur une commande en particulier, par exemple vous avez besoin de plus d'informations sur le S-union, vous tapez dans la recherche et automatiquement on vous explique comment elle fonctionne. Donc tout est documenté à ce niveau-là. Et lorsque vous êtes sur une documentation en particulier, à droite vous avez toutes les commandes qui sont relatives. Donc en général c'est toutes les commandes qui affectent le même type de clé. C'est vraiment très pratique. C'est une des documentations les mieux faites entre guillemets, donc il ne faut vraiment pas hésiter à regarder dedans. Le but ici, c'est de vous montrer quelques types de bases, mais après, libre à vous d'expérimenter. Donc ensuite, un autre type qui peut servir, notamment si vous voulez créer un système de classement et noter les utilisateurs par rapport à un score et ensuite les récupérer, c'est les sets ordonnés. Donc si vous voulez donner entre guillemets une clé à vos sets, vous faites un Z, cette fois-ci au lieu de S, et là vous rajoutez votre truc. Alors nous, on va créer une clé on va l'appeler score, et vous mettez ici la valeur. Donc par exemple, on va dire que John, il a 10 au niveau de son score. Ensuite, je vais ajouter une autre personne qui va avoir 15. On va dire que ça sera Marion. Et on va rajouter une autre personne. Elle aura 3. Et on va mettre Marie. Si ensuite je souhaite récupérer les utilisateurs, ça fonctionne comme une liste. Je fais un Z-range et je lui demande de récupérer tous les utilisateurs dans score qui sont entre 0 et moins 1. Donc là, ça me les récupère à tous, mais vous voyez que ça me les organise du plus petit score au plus grand score. Si je les veux dans l'autre sens, je peux faire un Z-rev-range, reverse range, et ça me donne les informations dans le sens inverse. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'après on peut faire des opérations complexes. Imaginons que vous avez quelque chose, une très longue liste de scores, vous avez envie de connaître la position d'un utilisateur en particulier, vous pouvez le faire en faisant Z-rank par exemple. Donc Z-rank vous permet d'obtenir cette information-là. Si je réouvre mon terminal, je fais Z-rank, je demande dans la table score la position de Marion. Hop. Et là on me dit, elle est en deuxième position. Alors c'est en deuxième position par rapport à ce tableau-là. Donc 0, 1, 2. Donc en l'occurrence, ici, elle est première. Si je souhaite supprimer un élément du tableau, par exemple, on imagine que John quitte le groupe, on fait un Z remove et on supprime dans le score Marion. Ou John, c'était John. Si je redemande le score de Marion, maintenant Marion est passé. Marion, alors c'est pas le score. Si je demande le rang de Marion, Marion est maintenant en rang 1 vu qu'il y a un utilisateur de moins. Donc ça peut être très pratique si vous faites un système de classement. Vous pouvez sauvegarder les utilisateurs et tout ça côté MySQL et vous dire, pour les classements, j'ai besoin de récupérer cette information et de faire des traitements très souvent dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais déporter des informations sur Redis pour pouvoir ensuite les récupérer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement. Donc ensuite, un autre type d'information, c'est les hashes. Donc les hashes, vous pouvez imaginer ça comme un objet. Globalement, vous allez avoir une clé, mais qui ne va pas simplement avoir une valeur, mais plutôt une liste de valeurs ordonnées par des clés. Donc pour créer un hash, il suffit d'utiliser hash7 suivi de la clé. Donc par exemple là, ça sera très utile si on veut sauvegarder des informations sur l'utilisateur. On va imaginer l'utilisateur avec l'ID 456. Et ensuite, on peut mettre la clé. Par exemple, on va mettre ici username et la valeur. On va imaginer ça sera John Doe. Ensuite, si je veux sauvegarder une autre information, on imagine son âge. Hop, je sauvegarde son âge en mettant il a 10 ans. Je veux sauvegarder. Hop là. Je veux sauvegarder ensuite son email, je sauvegarde son email en faisant c'est johndoe@gmail.com et ainsi de suite, ainsi de suite. On peut sauvegarder plein d'informations. Si ensuite on veut récupérer ces informations, on peut faire hash get all et demander toutes les informations concernant l'utilisateur 456 et automatiquement ça me donne les clés suivies des valeurs. Alors cette manière d'écrire les choses est un petit peu rébarbative. Si vous voulez sauvegarder plusieurs choses à la fois, vous pouvez faire hash7, mettre le nom de votre clé. Donc là on va imaginer toujours le même,
On va imaginer un nouvel utilisateur, le 457. Et cet utilisateur, on peut mettre directement username, un espace, la valeur. Donc là, on va encore mettre Marie. Ensuite, une autre clé, l'âge et la valeur. On va mettre 45 ans. Et enfin, email. Et on va mettre marie@gmail.com. Elle a eu de la chance lors de la sélection de son email. Et hop là, désolé, ici c'est HM7. Voilà, c'est pas H7, c'est juste quand on veut mettre une clé et une valeur. HM7, c'est quand on va en mettre plusieurs. Si maintenant je fais un hgetAll et que je lui demande les informations concernant cet utilisateur 457, je vais obtenir ces informations-là. Si vous voulez obtenir une information en particulier, on utilisera le hget, on mettra le nom de notre clé et ensuite la clé que l'on souhaite récupérer dans le hash. Par exemple, le username, et ça nous donnera le username, l'âge nous donnera l'âge, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc après, il est possible aussi de faire des opérations un petit peu plus complexes. Donc là, pareil, tout est dans la documentation. Donc si vous voulez incrémenter quelque chose, on imagine que l'utilisateur gagne un an, on fait un hIncrEBy. On met la clé, on met le champ et l'incrémentation. Donc on peut incrémenter de 1 en 1, ou de 10 en 10, ou de 12 en 12, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si je veux augmenter l'âge, je fais hIncrEBy pour l'utilisateur 457 et je lui augmente son âge de 10. Alors hop là j'écris ça n'importe comment, c'est avec un 2 points. Et c'est l'âge que je veux incrémenter de 10. Et maintenant, il a un âge de 55. Si je redemande l'âge de cet utilisateur-là, ça me donne bien 55. Donc après, il y a des opérations un petit peu plus basiques. Si vous voulez récupérer toutes les clés qui concernent un hash, vous faites ça. Si vous voulez récupérer toutes les valeurs, vous avez, je crois, hVals qui vous donne les différentes informations. Bon, après, c'est un peu suivant les cas qu'on va utiliser une chose ou une autre. Donc, par exemple, ce système de hash peut être utile si vous voulez sauvegarder des informations un petit peu plus complexes que d'habitude sur des utilisateurs ou des messages ou des choses comme ça. Donc, en revanche, après, il ne sera pas possible de faire des traitements plus particuliers en se disant je veux récupérer tous les utilisateurs qui ont une certaine valeur. C'est vraiment un principe de clé-valeur. C'est je vais récupérer toutes les informations concernant cet utilisateur-là. Le but, ce n'est pas d'avoir un système relationnel comme on pourrait l'avoir sur MySQL. Alors après, comme autre type de données qui peut être utile, j'ai regardé un petit peu sur la documentation, il y a la géolocalisation. Alors personnellement, je ne m'en suis jamais servi, mais si jamais vous avez envie de créer une application où vous géolocalisez vos utilisateurs et que on actualise très très souvent la géolocalisation, ça peut être intéressant. Vous pouvez dire, je sauvegarde la géolocalisation de chaque utilisateur avec ce système de clés comme ceci. Et après, vous pouvez lui dire, je veux tous les utilisateurs qui sont autour de cette latitude et de cette longitude, et automatiquement ça va vous les récupérer. Et l'avantage encore une fois, c'est que c'est très très optimisé pour des écritures et des lectures très très rapides. Après, un dernier petit truc qui est aussi pas mal, c'est les pub/sub. Alors c'est un système qui est très très utile lorsque vous voulez créer quelque chose en temps réel et qui vous permet de souscrire à entre guillemets des canaux et ensuite de recevoir des informations par ces derniers. Alors là, je vais avoir besoin d'ouvrir deux terminaux. On va ouvrir dans une nouvelle fenêtre, sinon on ne va pas le voir. Donc un premier utilisateur peut choisir de subscribe et il peut choisir de s'abonner à différents canaux. Par exemple, le tutoriel, et après utilisateur et les informations concernant cet utilisateur-là. Donc là, ça peut être des clés, n'importe lesquelles. Automatiquement, ça va laisser ce truc ouvert. Et ça vous dit, j'ai souscrit au tutoriel et j'ai souscrit à user. De l'autre côté, je vais me connecter à Redis aussi. Et on peut dire, j'ai besoin de publier quelque chose. Donc je fais publish, je choisis sur quel canal je souhaite publier. Donc je peux publier sur n'importe quel canal. Et je peux dire, par exemple, qu'il y a un nouveau tutoriel, nouveau Ajax. Automatiquement, tous les gens qui ont souscrit à ces événements-là, donc à tutoriel, vont avoir cette information-là. Si on veut envoyer un message à un utilisateur, on peut faire publish, users, on va publier pour les utilisateurs 457. Pour l'utilisateur 457, on va lui envoyer un message. Si après vous utilisez un système avancé, vous pouvez vous dire plutôt que d'envoyer une simple chaîne de caractères, dans la chaîne de caractères, vous envoyez quelque chose formaté en JSON. Et après, c'est le système en PHP ou en Node.js ou en ce que vous voulez qui va interpréter ça. Mais l'avantage, c'est que vous avez comme ça un système entre guillemets de temps réel. Alors il est possible comme ça de s'abonner à des channels particuliers, mais on peut choisir aussi de s'abonner à des channels plus génériques. Par exemple, si je veux, je peux m'abonner à tous les channels qui commencent par users. Et dans ce cas-là, plutôt que de faire un subscribe, je fais un psubscribe et je choisis de m'abonner à users étoile. Donc tout ce qui commence par users, je le recevrai. Si je choisis de republier un message sur 457, je le recevrai. Si je publie un message sur 456, il le recevra aussi.
Donc ça peut être pratique pour faire un système de multiniveau en utilisant comme ça des clés, en mettant l'ordre des mots-clés en particulier. Donc voilà globalement pour tout ce qu'il y a à voir sur Redis. Alors une petite dernière chose, quand on gère plusieurs bases de données, parce que là vous avez vu, je me suis connecté et j'ai directement lancé des informations. Alors par défaut, lorsque vous lancez Redis, vous avez un certain nombre de bases de données. C'est défini directement dans la configuration et par défaut, ce nombre est à 16. Donc vous avez 16 bases de données qui sont disponibles. Lorsque vous vous connectez en utilisant la commande redis-cli, vous vous connectez automatiquement à la base de données 0. Donc là, si je regarde par exemple l'ensemble des clés qui ont été sauvegardées, donc là on va mettre étoile, hop, je vois que j'ai tout ça. Et tout ça, ça a été sauvegardé sur la base de données numéro 0. Si je souhaite passer à une autre base de données, je peux faire Select et choisir une autre base de données. Si maintenant je lui redemande d'obtenir les clés, je vois que c'est vide. Donc au total, dès qu'on lance Redis, il y a 16 bases de données qui sont créées, ce qui est largement suffisant pour la plupart des cas. Mais il est possible, à travers la configuration, de lui demander d'utiliser un nombre de bases de données supérieur. Si j'essaie de me connecter à la base de données 45, vous le voyez, on me dit « Ah, non, ce n'est pas possible parce que je n'en ai pas autant ». Donc voilà globalement pour le fonctionnement de Redis. Alors une dernière petite chose dont je voulais parler, c'est la notion de persistance, parce que c'est vrai que je vous l'ai rapidement évoqué. Donc il y a tout un chapitre sur la documentation concernant cette notion-là. Globalement, par défaut, il y a deux systèmes de persistance qui sont disponibles. Un premier qui consiste à faire un dump complet de Redis. Donc il fait un genre de dump qui sauvegarde dans un fichier, et ensuite il peut le réimporter. Et vous avez un autre outil qui est AOF qui, lui, sauvegarde les opérations qui sont faites. Donc c'est un peu plus gros, mais c'est mieux si jamais vous avez besoin de faire plusieurs synchronisations. Donc tout est documenté. Par défaut, il fait un système de snapshot, donc c'est défini dans la configuration de Redis, et il sauvegarde des informations seulement si un certain nombre d'opérations ont été faites au bout d'un certain nombre de temps. Donc si vous utilisez cette configuration par défaut, si jamais vous avez votre serveur qui crache, il y a de fortes chances que vous reveniez quelques minutes en arrière, sauf si vous avez un truc qui est écrit très fréquemment, mais voilà, par défaut, vous risquez de sauter en arrière. Donc dans Redis, on ne sauvegardera pas forcément des informations ultra sensibles ou des informations qu'on ne peut pas sauvegarder ailleurs. On utilisera plutôt ça comme base de données secondaire en supplément d'un MySQL ou d'un autre type de base de données. Après, on peut l'utiliser comme truc principal dans certains cas, mais dans la plupart des cas, on l'utilisera en secondaire pour gérer, comme on l'a dit, le cache ou les sessions. Donc enfin, un autre truc dont je voulais parler, c'est les interfaces visuelles. Si vous avez besoin de voir un petit peu ce qu'il y a dans votre serveur Redis, l'outil que je trouve plutôt sympa, c'est Redis Desktop Manager. Donc il fonctionne pour Windows, Mac et Linux. Si vous êtes sur Linux, donc ce qui est mon cas actuellement, si vous voulez pas trop vous compliquer la vie, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans toutes les releases, et il y a quelques releases de ça, donc c'était la 0.8.4, non, .3, il y avait directement le deb qui était fourni, donc vous n'avez pas besoin de faire un make install si vous êtes un petit peu feignant. L'interface ressemble à ceci. Alors c'est volontairement très simple parce que comme vous l'avez vu, les opérations que l'on peut faire sont très simples. Globalement, on a juste des clés et des valeurs. Donc là, je vais juste rafraîchir. Hop. Voilà. Donc là, vu qu'il a repéré le 2 points, mais il me l'organise sous forme de dossier. Donc c'est une convention en fait, qu'on va adopter lorsqu'on veut organiser les clés d'une certaine façon. Donc vous voyez les valeurs qui ont été sauvegardées. On voit aussi le TTL en haut. Donc là, tout est passé à -1. Et on voit comme ça les différentes clés. Donc là, la démo, c'était juste une simple clé valeur. Score, c'était une sorte de tableau, je crois. C'était une liste ordonnée. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, ça vous permet comme ça de gérer un petit peu plus visuellement votre Redis. Ceci étant dit, vous l'avez vu, en ligne de commande, c'est loin d'être très compliqué. Mais c'est vrai que ça peut être pratique, surtout quand on débute, d'avoir un petit retour visuel sur comment ça se passe. Et vous voyez au passage que seulement ma première base de données, donc la base de données 0, est bien remplie. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair avec le fonctionnement de Redis, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!